Allez, bonjour à tous, bonjour aux premiers qui arrivent. Je vous laisse quelques secondes, le temps que les derniers justement puissent se connecter. Et puis je vais démarrer dans une minute. Donc tout le monde se connecte, tout le monde s'installe bien. Voilà, vous êtes déjà une petite quinzaine. Je démarre dans quelques secondes. Allez, on y va. Hop, tout le monde, enfin tout le monde ou pas est là. De toute façon, ce live est enregistré, donc sera disponible en replay si vous le souhaitez. Donc, je vais pendant une petite heure, voilà, je vais essayer de ne pas trop dépasser, vous expliquer, on va essayer de faire une mise à jour de la réforme du bac, maintenant qui entame sa troisième année, en sachant qu'elle a connu des premières années dans un contexte compliqué de crise sanitaire, et puis de cette troisième année aussi marquée par quelques ajustements. Vous pouvez s'y attendre, hein, quelques ajustements sur cette réforme-là. Donc, tout commence à être un petit peu compliqué. Et je voulais prendre le temps de faire un point sur où en était la réforme du bac sous deux aspects très factuels, c'est-à-dire qu'est-ce qui est amendé, qu'est-ce qui reste, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure, ou qu'est-ce qu'on peut imaginer, enfin, quels pourraient être les impacts en fait de ces ajustements. Donc, je vais préparer enfin, mon point, je vais le faire en trois parties. D'abord, un retour en arrière, c'est-à-dire la réforme du bac, qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce que ça proposait aux étudiants. Et puis, en deuxième partie, à partir de 2022, qu'est-ce qui va changer. Je vais ensuite faire petite parenthèse sur enfin, les enseignements de spécialité, qui est quand même la grande réforme du baccalauréat, qui continue d'ailleurs hein, pour les années précédentes, mais vous dire un petit peu quelques mots sur les spécialités. Et puis je terminerai en évoquant aussi la manière dont on accompagne les étudiants pendant 5 minutes avant la fin de la conférence. Donc voilà, comptez environ trois quarts d'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Même si je ne les vois pas tout de suite, je ferai des pauses régulières déjà pour souffler et boire. Et puis pour prendre aussi vos questions, j'y répondrai quand je pourrai y répondre. Il y a des questions en général sur ce thème-là où on n'a pas encore les réponses. Donc si je n'ai pas les réponses, je vous le dirai aussi, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Allez, on y va pour la réforme du baccalauréat. Donc déjà, qu'est-ce que c'était à l'époque la réforme du baccalauréat? Bon, euh, mai 2017, changement de président, nouveau ministre de l'Éducation, et très souvent de l'Éducation nationale. Et très souvent, quand il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, il y a aussi un lot de réformes qui va avec. Cette fois, c'était un lot de réformes un peu plus ambitieux, je dirais, puisqu'il y avait finalement une volonté d'achever, ou en tout cas de mettre en marche quelque chose qui est un serpent de mer depuis des années, c'était une réforme du baccalauréat. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a commandé un rapport. Pour information, il avait missionné le directeur de Sciences Po Lille, qui lui a remis un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles. C'était le nom du rapport. Ce rapport, entre plein d'autres propositions, il proposait les choses suivantes. Mettre en place un contrôle continu. C'est-à-dire qu'à l'époque, entre guillemets, une époque pas si lointaine, le baccalauréat, c'était uniquement des épreuves finales, presque exclusivement des épreuves finales, mais aussi des épreuves anticipées en fin de première. Vous allez voir qu'il reste. Là, on introduit une part de contrôle continu. On introduit aussi, et ce sera l'objet d'un live ultérieur, un oral. C'est-à-dire qu'on essaye de faire développer aux étudiants d'autres compétences, et notamment des compétences orales, ce qui était très peu le cas avant. Derrière le contrôle continu, il y a aussi une importance plus grande du dossier scolaire, à la fois dans le bac, mais aussi dans Parcoursup. Et puis la grande réforme on va dire, ouais,
la tête de pont de la réforme du baccalauréat, c'était justement ce choix d'enseignement de spécialité dès la fin de la seconde, qui allait en fait structurer les années d'études des étudiants en première et en terminale. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça donne une autonomie beaucoup plus importante aux étudiants qui choisissent déjà un peu leur parcours dès la fin de la seconde. Encore un petit peu plus que ce qui se faisait avant avec le choix des sections S, ES ou L pour la voie générale. Donc en fait, on est déjà dans un choix d'orientation dès la fin de seconde. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus quand je parlerai dans la troisième partie des épreuves de spécialité. Et l'idée était encore une fois de donner une autonomie à l'étudiant pour, je cite le rapport, construire son chemin d'étudiant et d'adulte. Et ce qui était important pour moi, c'est voilà, la construction du chemin de l'étudiant, avec en tout cas l'ambition de donner les moyens, notamment en termes d'information, aux étudiants. Donc ça, c'était l'origine de la réforme. Ce qui fait que maintenant, le lycée, et encore plus avec les ajustements de 2022 dont je vais parler dans quelques minutes, au lycée, tout compte. Avec cette mise en place du contrôle continu, chaque note comptera dans le bac et du coup, chaque note comptera dans Parcoursup et dans l'orientation. C'est ce que moi j'appelle un concours continu, puisque dans Parcoursup, la plupart des filières sont sélectives. Et du coup, même s'il n'y a pas d'épreuve stricto sensu, c'est un concours pour rentrer dans une prépa, c'est une sorte de concours sélectif, Sciences Po, etc. etc. Et comme chaque note compte, et ben, chaque devoir, chaque jour, sera une espèce de contrôle continu au lycée. C'est-à-dire que les concours et les plateformes d'orientation comme Parcoursup vont tout regarder. Et on voit que certains concours, notamment des écoles de commerce, le concours Sésame, Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, les écoles d'ingénieurs, eh ben, regardent aussi les notes depuis le début du lycée. Donc, ce qui pouvait compter, on va dire, marginalement avant, va énormément compter et pour la sélection supérieure, en dehors de concours, et même pour certains concours. Chaque note. Et c'est pour ça que maintenant, il faut voir le lycée comme un concours pendant 3 ans. Donc derrière ça, ça demande, c'est plus exigeant pour l'étudiant. C'est plus exigeant pour l'étudiant parce que ça lui demande une autonomie un petit peu supérieure, enfin même supérieure et surtout plus en amont. C'est vrai qu'avec l'ancienne version du baccalauréat, il y avait des étudiants qui se réveillaient en terminale ou en première et ça passait dans Parcoursup et pour le bac. Maintenant, ce sera plus possible. Ce sera plus possible de faire ça puisque même la seconde va compter à la fois pour les notes du bac, on construit les notes du bac déjà dès la seconde, et puis aussi pour l'orientation et pour le choix des spécialités. Alors, jusqu'en 2021, jusqu'à l'année dernière, les modalités du bac, en fait, la construction des notes se faisait de 3 manières. Il y avait un contrôle final, voilà, pour un petit peu plus de la moitié, 60%. C'était des épreuves à la fin de l'année, donc à la fin de l'année première, épreuve écrite et orale de français, ce qu'on connaissait déjà, ce que moi j'ai passé quand j'étais lycéen. Et puis en terminale, il y avait aussi des épreuves finales, épreuves de philosophie, pareil, pas de changement là-dessus, 2 épreuves de spécialité et le grand oral, voilà, autour d'un projet. Toutes ces notes-là comptaient pour 60%. Ensuite, il y avait un contrôle continu avec des épreuves communes, dont je vais parler juste après, qui comptaient pour 30%. Et puis 10% des notes, le reste, c'était sur les bulletins. Voilà. Et je vous mets ici tout ce qui était concerné. Alors, je vois effectivement une question déjà. Vous avez raison, c'est moi, je n'ai pas été très clair. Les notes de seconde ne font pas partie de Parcoursup. Par contre, avec le choix des spécialités, la seconde va être beaucoup plus importante dans la construction d'un socle commun pour la première. Donc en fait, en général, la première se construit sur les notes aussi de la seconde. Et on voit, nous, dans nos étudiants, que finalement, les étudiants qui étaient en difficulté en seconde ont beaucoup plus de mal à rattraper les choses maintenant dans le choix des spécialités, notamment. On voit qu'en première, ils ont des mauvaises notes en termes de spécialité. Donc, pardon, c'était pas ce que je disais. Les notes de seconde ne comptent pas dans Parcoursup, c'est le dossier à partir de la première. Par contre, on va dire que ça va être beaucoup plus fondateur
les étudiants qui vont rater la seconde vont avoir plus de mal en première. Voilà, j'espère avoir été beaucoup plus clair. Donc 60% contrôle final, 30% épreuve commune, 10% bulletin de première et de terminale, avec à la fois les enseignements communs, la spécialité, les éventuelles options dont je vais parler, et puis les langues mortes comme le latin et le grec avec des points bonus. Un petit point sur les options. Alors, les options, c'est des matières qu'on peut prendre en plus à côté. Ça peut venir compenser justement des abandons de spécialité, notamment. Voilà, c'est du bonus. En fait, ça comptait, c'était inclus dans les fameux 10% de bulletins scolaires, là, dont je vous ai parlé juste avant. Là, je reviens sur ma slide précédente. C'était à raison de 3 heures hebdomadaires. Et ce qui se passe en général, c'est que la plupart prenaient des options mathématiques expertes ou complémentaires. C'était les options qui étaient les plus choisies par les étudiants, mais il n'y avait pas que ça. On voyait aussi droit et grands enjeux du monde contemporain, notamment pour les étudiants qui étaient intéressés par des études autour des sciences politiques. Ça donnait ce calendrier-là pour le contrôle continu, pour les épreuves du contrôle continu. Il y avait des épreuves communes du contrôle continu, des épreuves dans les 2 premiers trimestres pour la plupart des matières de l'année première, histoire, géographie, 2e trimestre, 3e trimestre, donc c'était des épreuves, stricto sensu, pareil pour les langues vivantes, pareil, alors soit pour les mathématiques, pour la voie technologique, soit pour la voie scientifique, mais uniquement au 3e trimestre, pour la voie générale. Et puis l'enseignement de spécialité, sachant que les étudiants choisissaient 3 spécialités en première, on abandonnait une à la fin de la première pour en garder que 2 en terminale, cette spécialité abandonnée était évaluée au 3e trimestre de la première. En terminale, on retrouvait aussi des épreuves de contrôle continu pour l'histoire-géographie, les langues vivantes, et soit mathématiques, soit l'enseignement scientifique. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les épreuves communes qui étaient évaluées en contrôle continu, en tout cas régulier pendant l'année. Il y avait aussi des épreuves finales dont je vous ai parlé, ça qui comptait 60% des notes, la note globale, donc on a le français, l'écrit et l'oral à la fin de la première, les épreuves de spécialité qui ont été gardées en terminale, et puis les épreuves de philosophie et l'épreuve du grand oral. Voilà, donc ça c'était le calendrier avant les mises à jour. Bon, un petit graphique qui récapitule en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ma slide, c'est que voilà, on voit à droite les épreuves terminales qui vont avoir 60% de la note finale, les épreuves communes du contrôle continu, ce qu'on appelait les E3C aussi, épreuves communes de contrôle continu, qui représentaient 40% de la note finale, et puis les bulletins scolaires, 10% de la note finale. Tout ça, j'ai pris sur le site du gouvernement et c'est une redite par rapport à tout ce que j'ai déjà dit. Les mentions restaient inchangées, il n'y avait pas de nouveau là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait des rattrapages entre 8 et 9,99. En dessous de 8, c'était refusé sans rattrapage. Et puis après, on avait toujours les mentions assez bien à partir de 12, entre 12 et 14, 14 assez bien, et au-dessus de 16 sur 20, mention très bien. Là-dessus, il n'y a pas de changement. Voilà, donc ça, c'est le topo du bac 2020 jusqu'à 2021. Mouture 2020 et 2020. Maintenant, forcément, quand on fait des réformes aussi ambitieuses que celle-ci, il y a forcément des aménagements qui se font à travers des retours du terrain. Et ces aménagements, on va les voir maintenant. Premier aménagement, et en fait le plus important, c'est pour ça que je commence par lui, c'est la suppression des évaluations communes. Vous savez, les fameuses E3C, qui comptaient pour 30% de la note finale. Histoire-géographie, les 2 langues, et mathématiques ou enseignement scientifique dans la voie générale. Je reviens sur mon graphique. Voilà. C'est ça qui est supprimé. En tout cas, une partie de ça, vous allez voir. Donc, est supprimé histoire-géographie, langue, mathématiques, enseignement scientifique. D'accord ? Tout ça est remplacé par un contrôle continu tout au long de l'année. Donc, par les devoirs, en fait, pendant l'année. Et la moyenne, par matière, comptera comme note du bac. Vous allez voir les coefficients ensuite. En fait, c'est comme si on mélangeait, d'une certaine manière, les 30% d'épreuves continues qu'il y avait tout avant et les 10% de bulletins scolaires. D'accord ? Et du coup, finalement, et c'est la fin de ma slide, les contrôles continus, donc
les ex-E3C, il y a un 3, plus l'enseignement moral et physique, compteront au total pour 40% de la note finale. Donc en fait, les bulletins scolaires, le contrôle continu pendant l'année, avec tous les devoirs tout au long de l'année, et non pas les évaluations communes, mais tous les devoirs tout au long de l'année, ce qu'on appelle le bulletin scolaire, comptera pour 40% de la note finale. Dans ce bulletin scolaire, il y aura plusieurs matières, histoire, géographie, les deux langues, maths ou enseignement scientifique, etc. Et des coefficients différents vont être affectés forcément sur ces matières. Et voici tout ça. Donc, on remarque en fait que pour tout ce qui est en vert ici, les épreuves terminales, 60% de la note finale, ça ne change pas. Les coefficients ne changent pas. On retrouve toujours les épreuves de français à la fin de la première. On retrouve toujours en fin de terminale les deux épreuves de spécialité, la philo et le grand oral du bac. Ce qui change en fait, c'est que les 30% de 3C et les 10% de dossiers scolaires, maintenant, vont être mélangés et représenter 40% de la note finale sur la moyenne des bulletins scolaires et non plus des épreuves communes. On retrouve du coup les coefficients ici, avec la plus importante, c'est la spécialité abandonnée pendant l'année de première, l'enseignement scientifique ou les mathématiques, histoire, géographie, EPS. Alors EPS, c'est quand même tout au long de l'année terminale aussi, les deux langues, et puis l'enseignement moral et civique qui compte pour un petit peu moins. Donc en fait, il n'y a plus, à part le français, il n'y a plus d'épreuves stricto sensu, presque nationales en fait, pendant l'année de première. Maintenant, tout est du bulletin scolaire, sauf les épreuves terminales. Alors, vous allez me dire, oui, mais ceux qui étaient en première l'année dernière et qui passent en terminale, ils sont un petit peu, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Eh bien, il y a une espèce d'entre-deux qui se fait pour cette année. C'est que les épreuves communes qu'ils ont passées dans l'année première vont compter. Et pour l'année de terminale, eh ben, ce sont les bulletins scolaires qui vont compter selon le tableau des coefficients que vous voyez ici. Donc, vous voyez, typiquement, je vous donne un exemple, c'est la dernière ligne, une note de bulletin tout enseignement qui, avant, comptait pour 10%, maintenant, ne compte plus, elle a disparu en fait. Là, ils en ont fait une moyenne à 5%, voilà, puisque ça compte que pour l'année de première. Donc, disons que ceux qui auront le bac en 2022 auront été à cheval entre les deux moutures du baccalauréat, première mouture et deuxième mouture. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont avantagés ou désavantagés, je pense que c'est neutre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plus compliqué à comprendre et c'est pour ça que ce tableau me paraît assez clair. Et c'était pas mal pour moi de vous le ressortir, en sachant que je pourrais aussi vous l'envoyer. De toute façon, vous aurez accès à ce replay. Comme ça, vous pourrez garder ça sous le coude. Et donc ça, évidemment, c'est le recap de toutes les 40% des époques qui constituent le contrôle continu sous forme de bulletin scolaire. On voit l'enseignement de spécialité en première, l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'éducation physique et sportive, le MC, les maths ou l'enseignement scientifique, etc., etc. Donc ça, c'est factuel. Et tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on trouve sur le site du gouvernement, ce qu'a dit Blanquer récemment. Maintenant, comment on va un petit peu plus loin? Déjà, je vais parler des options. Des options dont je n'ai pas encore parlé là dans la mise à jour. Avant, je vous disais, les notes des options étaient incluses dans les 10% d'évaluation scolaire. On pouvait avoir 2 options maximum et étaient pris en compte les points au-dessus de 10. D'accord? Avec ces ajustements, en fait, il y a un petit peu plus de souplesse. Il y a une place qui est quand même plus importante, plus à part entière qui est donnée aux options. Déjà parce qu'on peut en prendre plus, jusqu'à 4 options. D'accord? Et c'est au début de l'année terminale que vous choisissez les options que vous présentez au bac. On va voir les coefficients ensuite, 2 ou 4, mais vous pouvez en mettre max 3 à coefficient 4, et la somme des coefficients des options ne peut pas dépasser 14. C'est-à-dire qu'au lieu d'être noté sur un coefficient 100 au total sur le bac, vous pouvez être noté au maximum sur un coefficient 114, en ajoutant 14 de coefficients des options. Ce qui est important aussi, c'est que c'est la moyenne qui sera prise en compte, soit de l'année, soit des 2 années, de première terminale ou terminale si on prend en terminale. Un peu comme le contrôle continu, en fait,
les bulletins scolaires, mais ce qui est surtout important, c'est que c'est plus les points bonus qui sont pris en compte. Et ça, finalement, peu de personnes l'ont vu passer. C'est-à-dire que les options, qui normalement étaient des points bonus, qui récompensaient en fait les étudiants qui en faisaient un peu plus, là, ça peut faire baisser la note finale. Voilà. Donc, c'est vraiment des matières à part entière, il ne faut pas se tromper. Ça peut faire augmenter la note finale, évidemment. Ça peut aussi la faire baisser, et je vais vous donner un exemple. Juste avant, je parlais de coefficients tout à l'heure des options. Jusqu'à 4 options au bac, maximum 3 de coefficient 4, et la somme des coefficients ne peut pas dépasser 4. Vous allez me dire, oui, mais comment je connais la somme, comment je connais les coefficients de chaque option? Eh bien voilà, ça dépend de combien de temps on les suit. Pour une option qui aura été suivie qu'en terminale, le coefficient est de 2. Pour une option qui aura été suivie en première et conservée en terminale, coefficient 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Vous pouvez présenter 4 options maximum au bac, avec seulement 3 options coefficient 4, c'est-à-dire que vous aurez suivi pendant les 2 années du cycle terminal, première et terminale. D'accord? Et les options sont les mêmes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Maintenant, petit cas pratique que j'ai trouvé sur les confrères de l'étudiant et que je trouve très intéressant. Je le remets en les citant parce que j'avais commencé à faire une simulation personnelle, mais bon, elle est ni mieux ni moins bien que celle-là, donc j'ai repris celle-là. Imaginons quelqu'un qui a 16,5 de moyenne sans les options. C'est la première ligne après l'exemple. Note du bac sans les options, 1650 points pour 100 coefficients, donc 1650 divisé par 100, ça donne 16,5. Il a pris italien, latin et grec sur les 2 classes de première et de terminale. Donc, ça va être coefficient 4 au total, donc 12. Il a pris maths complémentaires uniquement en terminale, donc coefficient 2. Il a les notes suivantes, 12 et 8 en italien, pas terrible. Latin, 16 et 15, pas mal, mais mine de rien, moins bien que sa moyenne sur les options, 16,5. Grec, il cartonne, 19 et 20. Maths complémentaire, pas terrible, c'est pas un matheux. Il a 10. Finalement, avec le nouveau calcul des options, eh ben, ça lui fait baisser sa note finale. Ça lui fait au total 200 points de plus, mais pour 14 coefficients de plus, ce qui fait que sa moyenne générale est dégradée. Alors qu'avant, on aurait fait 1850 divisé par 100. Donc, ça aurait été une moyenne supérieure. Et là, ça lui fait baisser sa note finale. Donc, il faut avoir en tête, en fait, que les options ont des coefficients différents selon le temps qu'on suit ces options, 2 ans ou 1 an, et surtout peuvent faire baisser la note finale. C'est ça qui est important. Alors maintenant, on va dire la conclusion de ça. Qu'est-ce qu'on en pense en fait de ça? Quoi les risques? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Les premières voix qui se sont élevées dans les médias, sur les forums, dans les discussions, c'est la crainte de ce qu'on appelle un bac local. Alors, qui est assumé? C'est de plus en plus un bac local. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je vais juste poser des questions. Un bac local, puisqu'effectivement, le contrôle continu représentera une part énorme de la note du bac, avec la crainte, pour les lycées élitistes qui notent dur, de défavoriser les étudiants. Donc, est-ce qu'on n'est pas en fait sur un bac 2 poids 2 mesures? Un 12 sur 20 dans un lycée A, est-ce que ça a la même valeur qu'un 12 sur 20 dans un lycée B? Et derrière ça, surtout, ce qui est important pour les étudiants, la finalité, c'est l'orientation. Quel est l'impact sur l'orientation dans Parcoursup? D'accord? Est-ce qu'un 12 sur 20 qui vaudrait un 16 sur 20 ailleurs ne va pas être totalement pénalisé? En fait, c'est la vraie question. C'est la vraie question, et je préfère, pour avoir discuté avec pas mal de directeurs d'école ou de prépa, ou de profs de prépa, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Les réponses, on les aura dans quelques années. Voilà. En sachant aussi qu'on n'a jamais eu de système parfait. À l'époque d'APB, tout le monde criait au n'importe quoi. Au début de Parcoursup, tout le monde criait au n'importe quoi. Vous voulez, on n'a jamais trouvé de modèle parfait pour gérer l'orientation des lycéens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ajustement des notes du contrôle continu en fonction des lycées de chaque lycée est impossible parce que ce sera un travail titanesque et surtout, ça reviendrait à avoir des a priori sur des lycées. Ce lycée, c'est un mauvais lycée. D'accord? Donc, il surnote. Celui-là, c'est un bon lycée. Donc, il sous-note, etc. etc.
Derrière ça, il peut y avoir un risque d'inflation des notes aussi. Comme les professeurs savent que les notes qu'ils mettent à chaque devoir ont un enjeu colossal dans l'orientation, ben, il peut y avoir un risque d'inflation des notes. Donc finalement, quand on a une classe à 14 sur 20, qu'est-ce qu'on fait? Comment on trie une classe qui est à 14 sur 20? D'accord? Où on sait très bien que bah, la moyenne est un peu surélevée. Pour l'instant, il n'y a que des questions. Voilà. Après, concrètement, alors j'ai une question, la notion de rang suppose le retour du classement. Alors, j'ai pas bien compris la question, si c'est une question ou pas, donc n'hésitez pas à détailler un petit peu plus. Donc concrètement, moi, ce que je préfère vous dire, c'est plutôt que les questions, ce dont on est sûr. Sur quoi va se baser Parcoursup? Évidemment, les notes du contrôle continu, qui sont ce qu'elles sont. Les notes des épreuves anticipées de première, qui elles sont nationales. Les notes des évaluations de spécialité aussi en terminale, d'accord? En mars de l'année terminale. Donc, dans Parcoursup, on aura eu ces résultats-là. Donc là, on n'est pas dans un bac local, hein. On est dans des évaluations nationales, même s'il y a plusieurs banques d'épreuves. Le rang du candidat dans sa classe. Quelqu'un qui a 14 de moyenne mais qui est dernier de sa classe, c'est pas pareil que quelqu'un qui a 14 de moyenne mais qui est premier de sa classe. Et puis, et là, je parle aussi des discussions que j'ai eues avec les personnes qui sont responsables de l'orientation. Ils vont beaucoup plus regarder les appréciations que d'habitude. Alors, c'est chronophage, hein, ils ne savent pas comment ils vont y arriver. Mais finalement, ce qui est dit de ça, c'est qu'il faudrait regarder de plus en plus tout ce qui est qualitatif et non plus quantitatif. C'est les appréciations des professeurs. En tout cas, cet ajustement pose des questions. Et les réponses, malheureusement, on les aura pas tout de suite. On les aura un petit peu l'année prochaine dans la première mouture Parcoursup avec la nouvelle réforme du bac, les ajustements, et dans les années suivantes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que encore plus qu'avant, les notes de l'année vont compter. Voilà. Et les étudiants auront encore moins le droit à des trous d'aide. Voilà. Et c'est un vrai changement du bac. Parcoursup se basait déjà sur le contrôle continu puisque les résultats du bac arrivaient après la clôture. Tout à fait. Et encore plus maintenant. Ça existait déjà. Et en fait, l'ajustement, cette mise à jour renforce ce phénomène. C'est pas nouveau. Je ne suis pas en train de dire que c'est nouveau. On est sur une tendance qui est confirmée et qui fait du coup encore plus peur à certains étudiants, à certains lycéens. Voilà, donc on en est là. Les questions se posent, les réponses, on ne les a pas tout de suite. On est effectivement dans un phénomène qui est amplifié avec la suppression des épreuves communes. On est encore plus dans le bulletin scolaire, qui compte beaucoup plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est épreuve, on va dire, nationale, commune à tout le monde, un rôle encore moins important dans Parcoursup. Voilà, maintenant que ça a été dit, que j'ai fait le petit panorama de ce qui était au départ et ce qui change, je vais parler un petit peu des spécialités pour vous dire 2-3 mots quand même là-dessus. Donc, fin de seconde, les étudiants choisissent 3 spécialités. Ils en abandonnent une à la fin de la première et on a un volume horaire qui à chaque fois est de 12 heures. 4 heures sur les 3 spécialités, 2 heures sur les 2 spécialités, 6 heures sur les 2 spécialités, pardon, je vais y arriver, en terminale. On a plusieurs spécialités possibles qui dépendent aussi des lycées. Les lycées ne proposent pas les mêmes spécialités. Donc ça, évidemment, c'est du cas par cas. Moi, je vous ai mis les spécialités qui étaient les plus demandées par les étudiants. Mathématiques, physique, chimie, SVT. Et en fait, on voit qu'avec les spécialités, pour l'instant, les réformateurs ont un peu échoué à essayer de casser les filières SESS parce qu'on se rend compte en regardant aussi les choix de trinômes et de binômes qui sont choisis par les étudiants, qu'en fait, pour la plupart, il y a quand même un rétablissement des spécialités un peu artificiellement, des filières, pardon, qui se fait artificiellement, puisque les étudiants vont choisir par exemple mathématiques, physique, SVT,
en première et mathématiques physiques en terminale, et on reconstituait presque peut-être la filière S. Voilà, donc ça là-dessus, rien de nouveau. Maintenant, la vraie question qu'il y avait derrière, et la question assez récurrente, c'était quel impact ça sur l'orientation. En sachant que fin de seconde, je ne sais pas forcément ce que je peux faire, donc à quel point je m'ouvre ou je peux faire des portes. Donc déjà, le discours officiel du ministère, aussi des écoles, des institutions post-bac, mais de moins en moins quand même, ça a beaucoup évolué, c'est que le choix des spécialités n'est pas discriminant dans les affectations Parcoursup. Et je vous mettais un exemple que je connais bien, parce que un volet de préparation au concours qui fait qu'on est beaucoup en relation avec les grandes écoles. Les grandes écoles et les classes préparatoires ont signé une charte où il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a des sélections sans hiérarchie de spécialité du parcours imposé. Où, en fait, de manière générale, au-delà des spécialités, ce qui était surtout regardé, c'était la qualité générale du dossier. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce n'est pas exactement le cas. On voit que de plus en plus, les sites des écoles post-bac, les sites de certains concours mettent en garde les étudiants là-dessus, notamment les écoles d'ingénieurs. Donc forcément, quand on veut faire des écoles d'ingénieurs, si on n'a pas pris des spécialités adéquates pour, et c'est un exemple parmi d'autres, hein, pour bien suivre les cours, enfin, les cours dans la voie qu'on a choisie, finalement, c'est important. Si on veut choisir la classe préparatoire éco, par exemple, ECG, mais qu'on n'a pas fait de maths, et ben, même si officiellement il n'y a pas de hiérarchie de spécialité, ce sera forcément compliqué de suivre les voies post-bac. Donc, de plus en plus, les écoles mettent un peu d'alerte là-dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau qui n'est pas un tableau d'obligation, mais qui est un tableau de cohérence. C'est-à-dire que voici les spécialités qui m'apparaissent les plus pertinentes selon les filières qu'on aurait choisies. Par exemple, et ça ne veut pas dire que c'est le seul choix possible, c'est ce qui me paraît, moi, d'expérience, on va discuter aussi avec des professionnels, les plus pertinents. CPGE scientifique, on voit effectivement maths, physique, SI, etc. Garder maths, physique en terminale. Pour la CPGE scientifique, mais vétérinaire, BCPST, sciences et vie de la Terre, c'est intéressant, c'est important, et c'est même important de le garder en terminale. J'ai même fait des propositions d'options. CPGE économique, ECG, alors là, c'est vrai que c'est une filière qui est beaucoup plus large, donc mathématiques, c'est vivement conseillé, et après, c'est vrai qu'on a un peu plus de choix sur les spécialités derrière. Il faut absolument garder mathématiques en terminale. CPGE littéraire, là aussi, on a des spécialités qui correspondent un petit peu plus à ce qui est attendu et qui vont permettre aux étudiants de mieux suivre, de mieux réussir dans les filières post-bac qui sont concernées. Je passe assez vite parce que je pourrais vous envoyer le support ou le replay. Hein. Tout ça, vous pourrez le regarder tranquillement. Les écoles d'ingénieurs post-bac, c'est pareil. On a besoin des mathématiques et de la physique en pratique pour suivre les cours derrière et pour réussir les études derrière. Les écoles de commerce post-bac, pareil, les mathématiques sont importantes. Dans les écoles de commerce post-bac, jouer avec les chiffres, quand on étudie le marketing, quand on fait de la finance, on fait beaucoup de choses, le contrôle de gestion. C'est important de maîtriser les chiffres et du coup, étudier les mathématiques, c'est important pour suivre les écoles de commerce post-bac. Et aussi parce que dans le concours Access, par exemple, le concours d'école de commerce post-bac, il y a des mathématiques, il y a une épreuve de mathématiques sélective. Donc, les étudiants qui n'auraient pas suivi la spécialité mathématique seraient désavantagés. Les IEP Sciences Po, par exemple, là aussi, le choix est peut-être moins balisé, mais j'aurais pu rajouter mathématiques aussi dans les IEP. Mais voilà, il y a quand même pour chaque filière des spécialités qui se dégagent. PACES, c'est pareil. PACES, c'est médecine. Ça s'appelle plus PACES d'ailleurs. Mais en tout cas, les études de médecine, c'est pareil. Il y a des spécialités qui sont privilégiées. En tout cas, qu'il faudrait privilégier dans un souci de cohérence. Ça ne veut pas dire qu'on serait ça ne veut pas dire que les portes sont fermées si on ne choisit pas ces spécialités-là. Ça veut dire qu'on montre quand même à Parcoursup et aux décideurs derrière Parcoursup qu'on a fait quand même des choix de spécialités cohérentes avec d'autres filières qu'on veut intégrer, nos vœux Parcoursup, même si c'est fait en fin de seconde et qu'on ne voit pas forcément ce qu'on va faire fin de seconde. Mais en tout cas, on a montré de la cohérence.
Et puis surtout, c'est un gage aussi pour vous de suivre plus facilement les études derrière. Voilà. Finalement, j'étais un petit peu plus rapide que ce que j'imaginais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais finir en 5 minutes en vous parlant un petit peu de notre accompagnement derrière tout ça, parce que historiquement, voilà, on a une activité d'accompagnement des étudiants qu'on a bien sûr fait évoluer avec la réforme du bac. Alors, voilà, la question de tout à l'heure a été un petit peu affinée. A priori, à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de classement des étudiants selon leur moyenne qui soit porté à leur connaissance. La notion de rang pris en compte dans l'évaluation fait supposer une publication de ce classement. C'est une comparaison de l'étudiant par rapport à la moyenne de la classe. Et la moyenne de la classe et la moyenne de l'étudiant. Donc, là, notre accompagnement derrière. Donc, depuis quelques années, hein, notre métier historique dans la préparation au concours, et le fait est que de plus en plus, pour les raisons que je vous ai données au début de ce live, les notes du lycée comptent dans les concours. Évidemment, on s'est adapté pour accompagner les étudiants sur le lycée. Derrière 3 axes, ce qui est important pour nous, c'est de travailler 3 choses pour les étudiants. Quand on réfléchissait un petit peu à ce qu'on voulait mettre derrière, l'excellence académique, évidemment, les meilleures notes pour avoir les vœux. C'est simple, hein. À un moment donné, il faut retenir des choses basiques. La méthodologie de travail, à la fois pour le secondaire et aussi pour le supérieur, puisque méthodologie de travail va permettre de gagner du temps dans les révisions et de l'efficacité au lycée, mais surtout de mieux préparer le supérieur. Et puis, évidemment, anticiper son orientation. On sait que c'est compliqué. J'ai été le premier, quand j'étais lycéen, à patiner un peu en termes d'orientation. Donc, c'est important pour moi et pour tous nous, PGE et les professeurs, d'aider les étudiants dans l'orientation. C'est vrai qu'on a maintenant des milliers d'étudiants qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, Sciences Po, je ne sais quoi, donc, qui peuvent aussi servir de relais là-dessus. On propose des stages en ligne derrière ça. Hein, concrètement, on fait des stages en ligne pendant les vacances de renforcement, à la fois sur les spécialités, mais aussi sur l'oral du bac, le bac de français, enfin les épreuves finales aussi. Et on lie à ces stages des espaces en ligne avec les ressources pédagogiques pour toutes les matières du lycée. S'il y en a qui suivent des stages de maths chez nous, bah, ils auront accès non seulement aux ressources de maths, mais aussi à toutes les ressources. Des classes en petits groupes, évidemment, puisque l'enjeu est important. Et puis surtout, les niveaux sont assez hétérogènes, des petits groupes là-dessus. Voilà, puis derrière les formateurs, ben, il y a une équipe, hein, il y a une équipe pédagogique qui suit les étudiants toute l'année pour voir un petit peu, pour ceux qui nous suivent sur plusieurs stages, leur progression, il y a un suivi de tout ça derrière. Et puis des professeurs qui sont chez nous depuis longtemps et puis qui interviennent en lycée ou dans des formations supérieures, parfois qui sont correcteurs des épreuves du bac aussi, donc qui maîtrisent totalement ce qu'ils enseignent, et c'est eux en fait les garants de nos résultats des années précédentes. En parlant de résultats, alors je suis désolé, c'est pas 2019, mais il y a aussi des résultats de 2021 là-dedans. Donc l'année dernière, pour les stages de renforcement lycée, donc nos étudiants en moyenne ont gagné 2,3 points de moyenne générale. Qu'ils aient suivi un stage ou plusieurs stages, forcément ceux qui ont fait plus de stages ont augmenté un petit peu plus, c'est normal, c'est même rassurant. Mais la moyenne, voilà, si on suit si on suit les stages dans une matière, c'est plus de 2,3 points sur la moyenne générale. L'année dernière, en 2021, sur la promotion 2021, première et terminale. Et puis beaucoup d'étudiants avec nous préparaient les concours à côté, ce qui se renforçait au lycée, sur les matières du lycée, mais ils préparaient aussi les concours. Donc je vous ai mis dans les grandes masses de résultats au concours qui, eux, sont de 2019 parce qu'on ne les a pas encore mis à jour. Voilà, on est en train justement de finaliser l'analyse des retours. Donc, je vous les mets ici. Donc, les stats lycée, c'est 2021. Pour le reste, c'est 2019. Et évidemment, on a beaucoup plus de détails sur nos résultats sur notre site internet. N'hésitez pas à aller le voir. Bon, là, j'ai fait pendant 40 minutes une intervention sur la réforme du bac. On va prendre la parole régulièrement. On va faire sur l'oral du bac, on va en faire sur certaines spécialités, sur certaines orientations. Sur les concours aussi. Donc, de manière générale, là, on va entrer nous dans une période de 6 mois où toutes les semaines, on aura une prise de parole sur des sujets du secondaire ou du supérieur. Donc, n'hésitez pas à aller à nous appeler si vous voulez déjà avoir des informations, des conseils.
N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas ça pour avoir plus de followers ou de likes, je m'en fiche complètement. C'est juste que souvent on poste les replays, on poste aussi le calendrier de nos événements, de ce type de prise de parole. Euh, on poste aussi des vidéos, enfin du contenu qualitatif pour vous apporter des plus-values. Donc c'est plus facile aussi pour vous de nous suivre là-dessus et de voir un petit peu les thèmes qui peuvent vous intéresser. On fait aussi régulièrement des petites réunions d'information comme celle-là ou même des préparations gratuites au concours. On en a eu le week-end dernier, hier même. Donc voilà, si vous voulez voir un peu tous nos événements, n'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, voilà, on fait l'effort en se partageant la tâche dans l'équipe de vous, thème par thème, de prendre la parole sur des sujets qui peuvent être un peu compliqués ou qui peuvent être source de stress avec tout ce qui peut changer. Donc n'hésitez pas aussi à nous appeler ou à nous envoyer un mail si vous voulez des choses un petit peu plus personnalisées. Je vous remercie. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. On vous enverra le replay de ce live, ou en tout cas le support. Si vous le voulez, n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer un mail. Hein, pour vous l'envoyer un petit peu plus rapidement. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté pendant ces 3 quarts d'heure. Au revoir.